Bonjour tout le monde. On est ravi de vous avoir ce soir avec nous pour parler d'un sujet essentiel lors de ce webinaire: instaurer la proportionnelle entre impératif démocratique et gage de stabilité institutionnelle, que j'ai la chance d'animer avec Anaïs Boudarel, qui est animatrice du GT Intercommission État de droit, et je suis moi-même Michael Martinez, co-responsable de la commission démocratie et institutions. Alors vous n'êtes pas là pour nous, mais c'est juste pour que vous sachiez qui on est, qui sont ces inconnus à l'écran. Donc la proportionnelle, c'est un sujet que les écolos ont toujours défendu et qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité politique, avec la série de consultations lancées par François Bayrou, mais aussi le travail de Mélanie au Sénat, elle pourra nous en reparler. On voit bien que le mode de scrutin de notre représentation nationale est à bout de souffle de ce qu'il pouvait offrir, et qu'en changer est de plus en plus urgent quand il ne répond plus à ses promesses à la fois en termes de majorité ni en termes de protection face à la montée de l'extrême droite. L'instauration de la proportionnelle intégrale permettrait de renforcer la légitimité de nos institutions et de passer du fait majoritaire à une véritable culture du compromis. Mais néanmoins, on le sait bien, le diable se cache dans les détails, et le débat qui s'ouvre enfin sur les modalités en ce moment est donc capital. Donc la rencontre de ce soir a pour but à la fois de faire un point sur les grands enjeux du changement de mode de scrutin, mais également de faire un point d'étape sur les discussions en cours, puisque François Bayrou, pardon, a été rencontré hier soir, et je pense que Mélanie pourra peut-être nous en dire un mot. Bref, les questions électorales peuvent sembler techniques, mais elles sont fondamentales, je pense qu'on le sait bien chez les écolos, pour comprendre les ressorts de la crise institutionnelle et démocratique que traverse le pays depuis des années, mais aussi pour comprendre les manières de surmonter cette crise, pour faire de la France une démocratie normale, et on va insister sur le terme normal. Ah, on a perdu Mélanie, mais je pense qu'elle va revenir, donc c'est pas grave. Vous allez vous contenter de moi pendant encore une minute. Le webinaire va se dérouler en quatre temps. Un premier sur les enjeux, un second sur les modalités envisageables pour la proportionnelle, et un troisième sur les perspectives, et enfin un dernier de questions-réponses. Hop, pardon. Un dernier sur les questions-réponses, pardon. Donc du coup, on vous le dit, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la discussion pour qu'on les pose à nos deux invités à la fin. Par contre, on ne posera pas les questions qui ont été répondues en cours de route, et ça sera en fonction du nombre de questions et du temps qui nous reste à la fin. Donc voilà, je laisse la parole à Anaïs pour présenter nos invités. Oui, donc pour aborder tous ces sujets et traiter toutes ces questions, on aura deux intervenants avec nous ce soir. Donc Benjamin Morel, qui est maître de conférence en droit public et observateur analyste, on peut dire peut-être de nos institutions, et qui a récemment publié donc une contribution pour le Premier ministre. Et on a aussi avec nous notre sénatrice écologiste Mélanie Vogel, qui a notamment déposé donc une proposition de loi au Sénat pour instaurer la proportionnelle législative, ainsi qu'une résolution qui, elle, a été adoptée en janvier dernier. Donc, Michael, je te repasse la parole pour poser les premières questions sur le premier thème relatif aux enjeux démocratiques soulevés par ce mode de scrutin. Et ben, du coup, on va commencer par Benjamin Morel, que certains connaissent aussi pour l'entendre sur Radio France de temps en temps. Donc, vous avez remis une note au Premier ministre qui détaille les bénéfices attendus d'un passage à la proportionnelle. Est-ce que vous pourriez nous les résumer? Alors, bonjour déjà à tous et merci pour cette invitation. Alors oui, en effet, c'est une petite note pour France Stratégie, hein, donc ça vous intéresse, elle est téléchargeable en ligne sur le site enfin, du plan France Stratégie, maintenant qu'il y a eu la fusion. L'idée de cette note du point de vue des avantages, c'est qu'en fait, déjà, peut-être pour remettre les choses en contexte, le mode de scrutin, c'est pas une valeur, c'est pas quelque chose, je dirais, qui serait quelque chose pour lequel on aura envie de mourir sur le champ de bataille ou quelque chose qu'il faudrait garder à tout prix. En fait, le mode de scrutin, c'est un instrument. L'un des défauts qu'on a en France, fondamental, radical, c'est que l'on considère le mode de scrutin comme étant quelque chose, eh bien, qui en soi va produire des majorités, produire de la stabilité, etc. Or, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, pour De Gaulle comme pour Debré, aujourd'hui, les républicains se drapent dans leur gaullisme en disant le général de Gaulle, etc. De Gaulle établit la proportionnelle en 46 et ensuite il établit le scrutin majoritaire en 58 parce qu'il considère que, eh bien, ce qui pouvait être un outil pour lui en 46 devient un outil contre lui en 1958. Donc il y a un caractère instrumental au mode de scrutin, et si De Gaulle comme Debré ne veulent pas du mode de scrutin dans la Constitution, c'est qu'ils pensent que si l'instrument devient dysfonctionnel, il faut pouvoir en changer.
Le mode de scrutin majoritaire à deux tours, je dirais, a des défauts qui sont inhérents, mais jusqu'à présent, il a produit des majorités parce qu'en fait, il peut produire des majorités dans deux conditions. D'abord, quand vous avez un effet de ricochet d'une élection sur l'autre, ce que l'on va connaître eh bien, en 62 par rapport au référendum et ensuite avec des présidentielles qui précèdent les législatives. Et deuxième condition cumulative, que vous ayez une bipolarisation de la vie politique. Ce que l'on appelle mode de scrutin majoritaire à deux tours, il date pas de 1962. Il date en fait du Second Empire. Il a été le mode de scrutin pendant quasiment toute la Troisième République et à l'époque, il n'a pas produit de majorité. Or, à partir de 1962, il en produit parce qu'on a une bipolarisation de la vie politique. Il ne nous a pas tout à fait échappé qu'aujourd'hui, cette bipolarisation de la vie politique semble, au moins temporairement, avoir vécu et que donc l'Assemblée nationale telle qu'on la voit là, c'est pas un accident de l'histoire, hein. C'est-à-dire cette Assemblée nationale morcelée, sans majorité structurelle, c'est quelque chose, je dirais, qui est inhérent à un état de la vie politique conjugué avec ce mode de scrutin qui devient non seulement quelque chose, alors je ne rentre pas dans ce sujet, mais on pourrait aller plus loin, qui induit un manque de représentativité, hein. Prenez 2017, les macronistes ont 60% des députés, mais ils sont élus au premier tour par 17% des inscrits, 34% des votants. Donc il y a un effet de distorsion du scrutin majoritaire qui est gigantesque, mais qui permettait au moins, c'est ça que ces turiféraires mettaient en avant, de produire de majorité. Ça, c'est même plus vraiment le cas. En revanche, il a un vrai effet pervers. C'est que dans le cas d'un mode de scrutin majoritaire à deux tours, eh bien, vous avez des blocs qui se forment et ces blocs sont très peu poreux. En d'autres termes, eh bien, il est très difficile de construire des alliances post-électorales. L'avantage d'une proportionnelle, c'est qu'une proportionnelle peut permettre de faire des alliances post-électorales, de construire des programmes post-électoraux, et donc, dans la plupart des États, pour cette raison-là, elle est gage de stabilité. Dernier point, puis ensuite, je pense qu'on creusera peut-être un peu plus ces éléments, donc je ne vais pas aller trop loin, mais il y a plein de formes de proportionnelles, hein. Selon la manière dont on définit la proportionnelle, il y en a entre 50 et 80 formes, et je ne vais pas vous dire que la proportionnelle à la néerlandaise n'est pas déstabilisatrice. Si elle l'est, mais le mode de scrutin le plus déraisonnablement pas représentatif que je connaisse, il est proportionnel et il est français. Vous le connaissez, c'est le mode des scrutins pour les municipales. En France, quand on fait la proportionnelle, on sait faire, on fait deux tours et une prime majoritaire de 50%. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de problème d'instabilité dans mon conseil municipal. Entre le mode de scrutin proportionnel à la néerlandaise et le mode de scrutin pour les municipales en France, il y a tout un accordéon, tout un éventail de possibilités qui permettent potentiellement d'avoir peut-être même moins de groupes au Parlement qu'il y en a actuellement, d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus gouvernable, qui est beaucoup plus gérable, sachant que quand on pense à un mode de scrutin efficace, entre guillemets, encore une fois, c'est un instrument, donc on en jauge l'efficacité, eh bien, il y a deux paramètres que l'on prend en compte. D'abord, sa représentativité, le fait que l'expression en voix soit le plus proche possible de l'expression en siège. Et deuxième critère important, eh bien, sa gouvernabilité, ensuite permettre à un gouvernement de tenir et s'inscrire dans le temps. Merci, Benjamin. Je vais poser la question à Mélanie et pour aussi réagir évidemment à tout ce que tu as dit. La question suivante pour Mélanie, c'est les écologistes ont toujours défendu la proportionnelle et pourquoi est-ce que cette réforme, pas toujours partagée d'ailleurs par nos partenaires et dans le champ politique français, a toujours été chère aux écolos? Ouais, merci beaucoup. Merci à Benjamin Morel d'avoir accepté l'invitation. Puis merci à vous toutes et tous d'être venus si nombreux, pas si tôt un mercredi soir pour un sujet qu'on dit souvent technique et ça n'intéresse personne. Moi, je suis convaincue que, au contraire, beaucoup de gens, nous évidemment comme militants politiques, mais aussi chez les citoyennes et citoyens, s'intéressent à la manière dont ils vont voter pour être représentés au Parlement. Pourquoi ça a toujours été une réforme souhaitée, défendue et parfois effectivement un peu tout seul par les écologistes pour des raisons de fond, parce que, et je vais le développer rapidement, même si Benjamin Morel a dit déjà beaucoup de choses, euh, le scrutin majoritaire est un terriblement mauvais système et le scrutin proportionnel, eh bien, au contraire, est les scrutins qu'on connaît, qui aient pu être inventés dans les démocraties modernes,
modulo les différentes modalités qui ne sont pas sans conséquence, un bon système. Donc voilà, en fait, les écologistes défendent le scrutin proportionnel parce que c'est bien et c'est beaucoup mieux que le scrutin majoritaire. Je voulais juste très rapidement expliquer, parce que je pense que c'est important, ce webinaire, il est aussi là pour que vous soyez armés, entre guillemets, dans les discussions qui naissent, et c'est très bien, autour du mode de scrutin, pour d'abord expliquer clairement pourquoi on considère que le scrutin majoritaire est très mauvais. Ça a été dit, il est d'abord très injuste. Un fait très simple, il ne garantit en aucun cas une juste représentation des forces politiques en fonction de leur poids électoral dans le pays. Et il peut même provoquer des distorsions extrêmement fortes. Alors, c'est pas toujours le cas, ça dépend de ce qu'on vote dans chaque circo, mais il peut potentiellement créer des écarts tels on l'a vu en 2017, 32 ou 34% des voix, 60% des sièges. On a un écart de 30 points entre ce que vous pesez dans le pays et ce que vous pesez au Parlement. Et ça, c'est inacceptable. Ça produit un autre effet, c'est que de fait, comme il y a une distorsion pareille, eh bien, c'est une minorité sociale et politique dans le pays qui est en capacité de gouverner et de gouverner avec une majorité absolue. Et ça crée des impacts, c'est que ça produit des politiques publiques qui ne rassemble pas largement un spectre d'idées qui peut être majoritaire dans le pays. Et donc, ça alimente de manière mécanique la défiance, le ressentiment, la colère des citoyens. Et puis, c'est injuste parce que ça jette une énorme quantité de voix qui ne sont pas représentées du tout. C'est-à-dire que quand on regarde le nombre de personnes qui votent aux élections législatives en France, qui mettent un bulletin dans l'urne, mais dont ce bulletin ne produit rien en termes de sièges, on est sur des proportions qui sont vertigineuses. Moi, je me souviens, vous savez que j'ai présidé pendant longtemps le Parti vert européen, quand on faisait les débriefs des diverses élections dans les différents pays, mes collègues donnaient souvent le nombre de sièges, le nombre de voix non représentées. Globalement, dans un pays à la proportionnelle, c'est-à-dire tous les pays européens, bon, on est entre 0 et 10% max de voix non représentées. Ça peut aller jusqu'à 15. Bon. Nous, au scrutin majoritaire, si on regarde au deuxième tour toutes les voix qui ne sont pas représentées, on est autour de 45%. Alors, 45% des gens qui votent au second tour ne sont pas représentés à l'Assemblée. Et si on prend le premier tour, qui est déjà, qui est là où on exprime sa préférence, on a 60% des voix qui ne trouvent pas de débouché en termes de sièges. Donc, vous avez une Assemblée qui en fait est représentée par les votes de 40% des gens. Et ça, c'est pas possible. Le deuxième élément, c'est que donc il est injuste, il est aussi toxique parce que il produit une culture, bon voilà, de l'affrontement qui est peu encline à nous rendre intelligents politiquement. Il force au vote utile, ce qui est pas très sain, c'est-à-dire que vous allez rarement voter pour qui vous préférez, vous allez souvent voter pour celui que vous détestez le moins, le plus capable de battre celui que vous détestez le plus. C'est pas un calcul super intéressant démocratiquement. Et puis en réalité, il produit de l'instabilité des politiques publiques parce que il peut produire de l'alternance assez brutale et donc en fait on défait les politiques publiques, ce qui n'est pas forcément positif quand on veut mener des changements de long terme, comme la transition écologique par exemple. Et ça a été dit, malgré tout ça, on a expliqué aux Français pendant longtemps que, bon, certes, il y avait tout ça, mais quand même, ça produisait des majorités stables, voilà. Et puis, ça permettait, grâce au second tour et au Front républicain, de garder l'extrême droite en dehors du Parlement. Tout le monde a constaté depuis 2022 que ces deux promesses qui ne sont pas d'ailleurs consubstantielles au scrutin majoritaire, ont volé en éclats, qu'aujourd'hui, c'est plutôt le scrutin majoritaire qui nous mène à l'instabilité, et que c'est plutôt le scrutin majoritaire qui pourrait demain donner une majorité absolue à l'extrême droite qu'elle n'a pas encore, qu'elle n'a pas dans la société. Et donc, on est en fait, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans un moment, ça a toujours été nécessaire, la proportionnelle, mais aujourd'hui, on est dans un moment où c'est urgent. Alors, le système proportionnel, comparé
à cette affreuse chose que je viens de vous décrire, ben, c'est juste, ça permet de représenter fidèlement les opinions. Voilà, vous avez 10% des voix ou vous avez 10% des sièges. Globalement, les gens comprennent, c'est juste, c'est simple. Ça permet de présenter les projets de manière plus libre, c'est-à-dire que vous n'avez pas euh, le fait que vous êtes obligé, mais on ne vous pousse pas à des alliances préélectorales pour pouvoir vous qualifier, ce qui fait que vous présentez votre projet de manière plus libre, et donc les citoyens ont plus de choix et ont un choix plus libre. Ils n'ont pas à se dire, ah non, mais moi je préférais voter pour les écologistes, mais ils vont faire 12%, et en fait il faut faire au moins 17, et donc du coup, enfin voilà, ils votent juste pour qui ils préfèrent, donc c'est plus sain. Et puis ça garantit que chaque voix compte. Que vous votiez pour une liste qui a fait 10% ou 30, vous serez représenté. Et ça permet aussi de redonner du sens au fait de voter. Et je pense que ça contribue aussi, c'est pas le truc qui va lutter contre l'abstention tout seul, mais ça participe à la faire baisser. Et puis, ça nous rend moins bêtes, je pense, vraiment, collectivement. Ça permet de créer une culture politique de compromis au sens positif du terme, c'est-à-dire de la négociation pour dégager des vraies majorités, ce dont notre pays a besoin. Et puis, je crois que ça peut permettre, en tout cas on le voit dans les différents pays européens, en fait, plus de stabilité politique, parce qu'on peut engager des politiques publiques qui sont plus assises politiquement, et donc on ne les défait pas, on n'a pas les reculs. Ce qui est en train de se passer là, depuis 2 semaines, où soudainement, boum, on rétropédale sur tous les engagements écolos, c'est plus compliqué de faire ça quand on a un contrat de coalition qui a été construit avec plusieurs forces politiques qui se sont engagées, etc., et que le gouvernement peut tomber si on se met à faire ça. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est le meilleur des systèmes qui existent, que le système qu'on a, il est très mauvais, et que tout ce qu'on raconte sur le fait que la France serait pas prête à faire ça, alors que 26 pays sur 27 dans l'UE le font, moi je pense que les Français sont pas plus bêtes que les autres. En tout cas pas leurs citoyens, et que non seulement c'est possible, mais c'est urgent et nécessaire. Merci Mélanie. Question pour Benjamin à présent. En France, c'est souvent avancé l'argument selon lequel la proportionnelle rendrait le pays moins gouvernable et qu'elle forcerait les coalitions à des coalitions un peu molles. Est-ce que c'est votre avis aussi ou vous avez un autre avis sur la question? Alors, c'est pas mon avis du tout, pour une raison simple, c'est que, ça part du principe, et on l'évoquait un peu tout à l'heure, que le scrutin majoritaire à 2 tours produit nécessairement une situation de gouvernabilité. Preuve là, tout de suite maintenant, en est que non, d'accord? La preuve par la fin de la Troisième République que non plus. C'est-à-dire que le scrutin majoritaire, déjà, ne produit pas nécessairement des majorités et ne produit pas nécessairement une situation de gouvernabilité, bien au contraire. C'est-à-dire qu'avec le scrutin majoritaire, en la matière, c'est qui tout double. Soit vous avez une majorité absolue, quitte à ce qu'il y ait une très très forte distorsion et que vous gouverniez avec une toute petite partie du pays, mais si vous gouvernez avec une toute petite partie du pays, eh bien derrière, vous avez des gilets jaunes, si vous voulez. Donc, il ne faut pas non plus confondre stabilité politique et stabilité parlementaire. On peut avoir une majorité absolue et 80% du pays contre vous qui défile, et auquel cas on n'est pas non plus dans une situation de stabilité politique. Et si vous n'avez pas de majorité absolue, eh bien à ce moment-là, vous avez des logiques de blocs liées à des accords préélectoraux qui fait que eh bien, vous vous retrouvez dans une crise qui est une crise tout d'un coup systémique. Actuellement, si on prend notre géographie électorale, quel que soit celui qui sera élu en 2027, il est tout à fait possible, pour ne pas dire en fait assez probable, qu'il n'ait pas forcément de majorité derrière. Et là, pour l'instant, quand vous discutez avec une partie de la droite, etc., ils vous disent: «Oh putain, 2 ans, hein». C'est-à-dire que pendant 2 ans, on a une situation d'ingouvernabilité, mais vous verrez bien ce que vous verrez. Moi, je serai président de la République dans 2 ans, et là, on aura une majorité parce que ça a toujours produit ça. Si dans 2 ans, il n'y a pas de majorité, on fait quoi? Eh bien, on est dans une situation d'ingouvernabilité pendant 5 ans. Et donc là, en l'occurrence, on a un vrai, vrai souci. Et si je prends ma géographie électorale pour rebondir sur la question de l'extrême droite, aujourd'hui, le seul parti qui a une géographie électorale suffisamment diversifiée pour espérer, avec le mode de scrutin-là, le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, obtenir à lui seul une majorité absolue à mode de scrutin constant, c'est le Rassemblement national. Donc, ce qui a pu en effet freiner l'émergence d'une force qui ne dépassait pas les 15-20% il y a quelques années, dès le moment où vous dépassez les 35%, eh bien, le mode de scrutin vous dope.
Et donc aujourd'hui, on arrive au paradoxe où le seul parti qui peut espérer parier sur ce mode de scrutin, c'est le RN. L'autre aspect, la proportionnelle rend en effet les choses relativement gouvernables et souvent beaucoup plus gouvernables. Mais tout dépend de la proportionnelle dont on parle. C'est-à-dire que si évidemment vous faites une proportionnelle, vous ne mettez pas de seuil de représentation. Autrement dit, tous les partis qui peuvent se présenter et qui peuvent faire, mettons, 1% sont représentés au Parlement. Là, évidemment, vous avez un modèle qui va être un modèle avec tout un tas de petits groupes politiques. Et là, ça peut être relativement instable. Vous allez avoir des partis corporatistes, etc. Ça va être compliqué de gouverner les choses. Mais dans la plupart des pays européens, vous avez un seuil de représentation, 4, 3, 5%. Et donc, vous avez un tableau qui est un tableau parlementaire beaucoup moins problématique. Fondamentalement, au Parlement européen, par exemple, c'est 5%. Prenez les dernières élections européennes, vous les avez suivies comme moi, je crois, eh bien, vous avez 6 listes, je crois, qui dépassent les 5%. On a actuellement 11 groupes politiques à l'Assemblée nationale. Donc, ceux qui vous disent que la proportionnelle, c'est la balkanisation de l'Assemblée nationale, la réponse est non. C'est absurde, fondamentalement. Euh, et on l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que la proportionnelle va permettre également la formation d'accords post-électoraux qui vont être beaucoup plus faciles. Tout bêtement parce que si vous n'aurez pas des alliances préélectorales qui, si jamais eh bien, vous les brisez pour rentrer dans des accords post-électoraux, eh bien, remettront en cause demain ces alliances préélectorales. Et donc, pour moi, député qui était élu sur cette alliance préélectorale, signifie que je me trouve sur un siège éjectable. Et donc, ça facilite la construction de coalitions, la stabilité de ces coalitions. Et pour revenir sur ce que disait Madame la sénatrice tout à l'heure, il y a deux arguments quand on parle de ces coalitions. Premier argument, c'est de dire non, mais ces coalitions, elles sont construites dans le dos des électeurs, et comme c'est construit dans le dos des électeurs, eh bien, les électeurs ne se sentent pas représentés. Ça, c'est un lieu commun à la française, si vous voulez. Le sentiment de représentativité est beaucoup plus fort, et là, étude à l'appui, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est pas une idée vaporeuse, on a des études en sciences politiques là-dessus, est beaucoup plus fort dans les États où vous avez la proportionnelle que dans les États où vous avez le scrutin majoritaire. Tout à l'heure, on parlait abstention, on a des études relativement sérieuses qui montrent que là-dessus, la proportionnelle, ben, c'est plus 7 points de participation dans la population générale, plus 14 points dans la population jeune. Pourquoi? Bah, parce que si je suis un électeur de gauche dans une structurellement à droite, aller voter ne sert à rien. Parce qu'en effet, comme ça a été dit, ma voix ne sera pas comptée. Et donc, si je suis un électeur rationnel avec un rapport utilitariste au vote, eh ben, il fait beau dimanche, je ne vais pas voter. Alors qu'avec la proportionnelle, je sais que ma voix va compter. Et donc, le sentiment de représentation est plus grand. Et par ailleurs, eh bien, certes, les partis vont faire des alliances après l'élection. Mais vous êtes un parti, vous savez ce que ça signifie. C'est-à-dire que si demain, vous avez un groupe politique et que vous alliez faire alliance avec le Rassemblement national, vos électeurs ne le comprendraient pas. Ils vous en voudraient. Et donc, vous feriez un harakiri politique. Vous n'allez pas faire ça. Si jamais vous négociez demain un contrat de coalition et que vous ne mettiez aucune condition en matière d'écologie, ben, vos électeurs, ils vont pas apprécier. Ils vont pas vous le pardonner. Et donc, ce faisant, électoralement, politiquement, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous voulez à la fois exister en tant que parti et faire valoir ce qui fonde votre engagement, vous allez négocier un contrat de coalition. Et dans ce contrat de coalition, vous allez mettre ce qui est important pour le parti et ce qui est important pour vos électeurs. Et donc ces électeurs-là, eh bien, ils vont se sentir représentés par la coalition, même s'ils n'ont voté que pour un parti qui est membre d'une coalition qui en comprend plusieurs. Et donc l'électeur écologiste, il va se sentir représenté par la coalition, où il pourrait y avoir des socialistes, des centristes, des insoumis, qui vous voulez, mais il y aura un sentiment de représentativité. Et si l'électeur ne se sent pas représenté, eh ben, il va vous le faire sentir dans les enquêtes d'opinion et vous allez renégocier le contrat de coalition, vous allez en sortir. Et donc à ce moment-là, eh bien, l'électeur, paradoxalement, a beaucoup plus de moyens de pression, d'une certaine façon, sur l'orientation politique de la coalition que dans un scrutin majoritaire. Donc on a vraiment un beaucoup plus grand sentiment de représentativité, tout en ayant quelque chose qui peut être relativement stable, à condition, encore une fois, qu'on ait des conditions proportionnelles qui soient des conditions proportionnelles relativement satisfaisantes. Mais encore une fois, il y en a entre 50 et 80 formes. Tout à l'heure, Madame la sénatrice évoquait les autres pays européens qui sont à la proportionnelle. On connaît
les méthodes de proportionnelles qui sont déstabilisatrices. On connaît également celles qui sont stabilisatrices. En d'autres termes, eh bien, là-dessus, il faut être relativement intelligent, faire un peu de, un mot que je déteste, mais de benchmarking ou de politique comparée pour comprendre que si on va vers un mode de scrutin à la proportionnelle, il y a des méthodes et il y a des modèles qui sont des modèles qui ne produisent pas d'instabilité. Regardez l'Allemagne. Angela Merkel a connu 4 présidents de la République. La France est l'un des pays qui, paradoxalement, est aussi étonnant que ça puisse paraître, à la plus grande instabilité gouvernementale en Europe. Et si on ne se réfère pas au gouvernement, mais au président de la République, en réalité, la durée de vie d'un président de la République à l'Élysée n'est pas vraiment supérieure à celle d'un Premier ministre italien, d'un Premier ministre anglais ou d'un Premier ministre espagnol. Donc, on surestime très très largement notre stabilité gouvernementale française, hors cette période particulière que l'on vit, mais qui encore une fois est peut-être structurelle, et on sous-estime très largement la stabilité politique de nos voisins qui tous sont au mode de scrutin proportionnel. Merci Benjamin. Question pour Mélanie. Donc les écologistes sont régionalistes et attachés à la diversité géographique. Donc comment est-ce qu'on fait pour concilier cet aspect qui est relatif aux valeurs du projet écologiste avec l'impératif d'ancrage territorial qui ferait défaut dans le système proportionnel? Alors, c'est une très bonne question et c'est en effet, un des arguments qu'on nous rétorque souvent, en tout cas à l'Assemblée et aussi au Sénat, quand on veut argumenter contre la proportionnelle, beaucoup disent ah oui, mais du coup, ça va déconnecter les parlementaires du terrain, de leur circonscription. Là, avec le scrutin majoritaire, au moins, on a un élu par circonscription, c'est l'élu de sa circonscription, ça crée beaucoup de proximité, etc. Si on fait des listes, les gens seront déconnectés. C'est les partis qui vont tout gérer et décider qui sera député, alors qu'aujourd'hui, avec le scrutin majoritaire, eh ben, il y a Jean-Michel du coin qui est élu parce que c'est Jean-Michel et qu'on aime Jean-Michel et que peut-être que Jean-Michel, son parti, ne l'aime pas et ne le mettrait pas sur une place éligible, mais les habitants de la circonscription de Jean-Michel l'élisent. Et donc voilà, c'est une très bonne question et je suis contente d'y répondre. Alors d'abord, juste sur l'exemple de Jean-Michel, en réalité, parce que voilà, il y a beaucoup de Jean-Michel. En réalité, il y a peu d'élus, il y en a un, mais il y a peu de députés aujourd'hui qui peuvent vraiment revendiquer qu'ils sont élus de leur terrain sur leur nom et que c'est pas du fait de la désignation par leur parti ou d'un accord électoral qui, à la faveur de l'accord qu'ils ont pu avoir avec d'autres partis, a fait que d'abord, cette circonscription, c'est ce qu'on voit sur le NFP, hein, il faut d'abord que entre les partis, la circonscription aille à votre parti et puis que dans votre parti, vous soyez désigné. Bref, la plupart des députés, en fait, malgré le fait que ça les blesse de l'entendre, ne sont pas élus parce que eux individuellement sont formidables et merveilleux et que personne d'autre n'aurait pu être élu à leur place et que les habitants de cette circonscription aiment cette personne. Voilà. C'est un peu un mythe qui est entretenu pour des raisons qu'on comprend bien, mais qui ne représente pas la réalité de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des députés sont élus en dépendant aussi de leur parti ou d'accord. Ensuite, il est vrai que si on mettait en place, et plus tard dans la discussion, on va discuter des modalités précises, si on mettait en place une proportionnelle avec une liste nationale de 577 noms sans aucune condition d'équilibre géographique, oui, il y aurait un problème. Et d'ailleurs, personne ne défend ça. Évidemment, si on faisait ça, il serait tout à fait possible, voire fort probable, que certains territoires de la République ne soient pas du tout représentés, où il n'y ait aucun élu qui vienne de cet endroit-là et qui puisse porter des sujets spécifiques. Je pense à certains départements en France, mais je pense aussi aux Outre-mer, à la Corse, etc., où si on n'a pas des garanties pour que ces territoires soient représentés, on a un problème. Ça tombe bien, c'est pas du tout la proposition qu'on fait, et c'est même une proposition que personne fait réellement dans le débat public.
J'en viens donc au fait que, on en parlera tout à l'heure sur la modalité qu'on défend précisément, mais en fait, il y a plusieurs solutions pour garantir qu'il y ait au Parlement un équilibre géographique et garantir une représentativité des différents territoires. Soit c'est parce qu'on organise la proportionnelle par liste de circonscription, qu'elle soit départementale, c'est horrible, je vous expliquerai pourquoi, ou régionale, c'est mieux. Mais bref, que ce soit parce qu'on a des circonscriptions qui font qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout, ou que ce soit parce qu'on a ce qu'on appelle un système mixte, à l'allemande ou à la danoise ou à plein de pays par ailleurs, où une partie des sièges sont élus par circonscription, donc il y a des gens qui viennent de partout, et une autre partie sont élus sur des listes qui viennent compenser. Je vous expliquerai plus en détail tout à l'heure, mais en gros, on a plein de possibilités de garantir qu'il y ait un équilibre géographique et qu'on ne se retrouve pas dans une situation où bah, il y a des territoires où personne ne vient de là et les problématiques spécifiques de ce territoire ne seraient jamais portées à l'Assemblée, ce qui effectivement serait un problème. Il y a aussi une dimension qu'on oublie beaucoup dans le débat et qui ramène à ce que je vous ai dit au début sur toutes les voix qui sont perdues et qui ne sont pas représentées. Et typiquement, voilà, quand on vient aujourd'hui, quand on est électeur de gauche et qu'on vient d'une circonscription qui a toujours voté à droite, qui a toujours élu des gens de droite, bah bon, déjà, franchement, faut être motivé pour aller voter, mais en plus, bah, en fait, on n'a jamais été représenté. Et donc, en fait, avec la proportionnelle, vous, en réalité, euh, vous avez l'opportunité d'améliorer quelque part la représentation de tout l'électorat des régions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certains départements où bah, les électeurs de gauche ou les électeurs de droite n'ont jamais été représentés. Alors, est-ce que c'est une bonne représentation? Parce qu'il y a une personne de ce territoire qui est à l'Assemblée, alors qu'il y a peut-être la moitié de ce territoire, politiquement, pas en termes de géographie, mais en termes d'opinion politique, n'a jamais été représenté à l'Assemblée. C'est pas forcément ça, la représentation géographique. C'est pas seulement qu'il y ait n'importe qui de partout, mais que aussi, de partout, on ait les opinions réelles du terrain qui soient représentées. Et donc, moi, je crois au contraire que si on avait une proportionnelle avec des listes assez bien faites par circonscription, eh ben en fait, on aurait un meilleur lien entre l'Assemblée et les territoires, pour le dire simplement, parce que tout le monde sur le territoire serait représenté et pas simplement une partie de l'électorat. Euh, Dernière chose, enfin avant-dernière chose, aujourd'hui, euh, bon, vous savez qu'il n'y a pas d'obligation de résidence pour être candidat aux législatives en France. Vous pouvez très bien vivre euh, à l'étranger, par ailleurs, à Paris, et puis être candidat à Marseille, ou bref. Donc, il y a aussi une part d'hypocrisie dans ce débat-là, puisqu'on sait très bien que sans obligation de résidence, en réalité, les circonscriptions, bah, c'est pas toujours, toujours à tous les coups, quelqu'un de cette circonscription-là qui va représenter cette circonscription. Pas du tout. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, en 2017, il y a eu beaucoup de parachutage chez les macronistes. Et bon, voilà, on ne peut pas dire que ça produit nécessairement une bonne représentation géographique. Et je voulais juste terminer par un truc, parce que la manière dont tu as posé la question est intéressante. On est régionaliste. Et c'est pour ça qu'on est fédéraliste européen, mais aussi en France. Et donc, on considère que le bicaméralisme, il est là pour ça aussi. Il est là pour. Il y a une logique au fait qu'il y ait deux chambres. Il y a une chambre qui est censée être là pour représenter les opinions politiques, une chambre qui est censée être là pour représenter les territoires. Et donc, faut pas se tromper de logique. Et aujourd'hui, on a une forme de paradoxe en France, c'est qu'en fait, c'est le Sénat qui est élu pour les trois quarts des sénateurs à la proportionnelle, et l'Assemblée nationale qui pourtant, constitutionnellement, a le rôle de représenter toute la nation. Quand on est élu député de Marseille, on ne représente pas constitutionnellement Marseille, on représente la nation française. Et pourtant, c'est l'Assemblée nationale qui est élue au scrutin majoritaire, ce qui est une forme de bizarrerie que j'espère on arrivera à régler.
Merci beaucoup pour ces explications. Et du coup, on va passer à la question technique que tout le monde attend avec impatience depuis tout à l'heure, qui sont les différentes modalités envisageables. Et je commence avec Benjamin. On a parlé, Mélanie en parle vite fait de la question départementale qui a trouvé ça horrible. Euh, Donc, Benjamin, on a vu que dans la presse que vous trouviez à la fois l'option départementale et la dose avec la dose proportionnelle comme de mauvaises idées, et que la proportionnelle compensatoire, comme en Allemagne, vous paraissait intéressante. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, je crois qu'on va assez bien se rejoindre. Alors, je dirais, il y a déjà, il y a plein de variables dans la proportionnelle, hein. Un tour, 2 tours, prime majoritaire, pas de prime majoritaire. La prime majoritaire m'apparaît pas souhaitable, mais on pourrait revenir sur le pourquoi. Le seuil de représentation, j'ai commencé à l'évoquer, hein, 1 3,25 en Israël, 5 en Allemagne, et en faisant varier mon seuil de représentation, bah, j'ai une déperdition électorale évidemment, donc il ne faut pas qu'il soit trop élevé, mais je rationalise mon système également. Vous avez par ailleurs, et c'est un point fondamental, ce qu'on appelle la magnitude de la circonscription. La magnitude de la circonscription, c'est le nombre de députés élus dans une circonscription. Si vous mettez ça au niveau départemental, le vrai problème, c'est que, bah, vous allez avoir de vraies variations entre départements. Paris, magnitude 19, on élit 19 députés, je crois, et ben là, vous avez un vrai effet proportionnel. Mais comprenez bien que dans mon département à moi, dans le Puy-de-Dôme, ça va pas tout à fait être le même scrutin. Et en d'autres termes, ça a 2 effets. D'abord, la représentativité va être moindre et dans un député que dans un, département comme celui de la Lozère ou celui de la Creuse, il y a qu'un député, bah, c'est un scrutin majoritaire à un tour. Donc là, vous voyez que c'est pas du tout la même élection. Et l'autre élément, eh bien, c'est que, souvenez-vous, l'un des problèmes du scrutin majoritaire, c'est que ça fige mes rapports d'alliance. En d'autres termes, si jamais j'ai fait une alliance pré-premier tour, eh bien, à ce moment-là, je ne peux pas la quitter et donc je ne peux pas construire des alliances post-électorales. Soit j'ai une majorité, soit je ne l'ai pas. Si jamais j'élis 2, 3, 4 députés dans un département, eh bien, je suis obligé de faire bloc. En gros, si je me place sur le terrain de la gauche, il va falloir faire l'union de la gauche. Le problème derrière, c'est que si jamais j'ai un parti qui décide de s'écarter de cette union, eh bien, ça va être compliqué pour lui parce que pour le député qui aurait été élu sur une configuration union de la gauche, comme avec un scrutin majoritaire à 2 tours, il est bloqué. Et donc, en d'autres termes, on se retrouve ensuite dans un choix préélectoral qui perdure dans le post-électoral. Alors, il est bien de faire des choix préélectoraux, mais si vous n'avez pas la majorité, vous ne pouvez pas ensuite changer la donne. Et donc, bah, ça ne crée pas de la stabilité. Donc, c'est un modèle qui est un modèle extrêmement problématique et imparfait et qui est critiquée en France depuis les années 30 en fait. C'est-à-dire que cette magnitude de proportionnelle, elle est très franco-française. Le premier qui fonce dans l'art sur ce sujet, il s'appelle Léon Blum. On est dans les années 30 et il invente un mode de scrutin sur lequel on reviendra tout à l'heure, qui a été repris par les Allemands. C'est-à-dire que le mode de scrutin allemand, il a d'abord été pensé en France par Léon Blum. Donc voilà, il y a des modèles et ces modèles-là, eh bien, ils laissent en règle générale de côté la proportionnelle à une magnitude aussi faible que le département. L'autre mauvaise idée, c'est ce qu'on appelle la dose de proportionnelle. En gros, j'élis la moitié de mes députés au scrutin majoritaire et je vais élire les autres au scrutin proportionnel avec des listes nationales. Pourquoi ça marche pas? Bah, pour arriver à le comprendre, il faut encore parler magnitude et il faut parler magnitude cette fois-ci au scrutin majoritaire. Prenez la France et regardez les dernières élections présidentielles. Qui arrive en tête sur l'ensemble de l'Hexagone? Emmanuel Macron. Vous coupez la France par la Loire, qui arrive en tête au nord, Emmanuel Macron, au sud, Emmanuel Macron. Vous descendez au niveau des régions, et des régions qui mettent en tête Marine Le Pen, et des régions qui mettent en tête Emmanuel Macron. Au niveau des départements, il y a des départements qui mettent en tête Jean-Luc Mélenchon, etc., etc. Si vous descendez au niveau des communes, vous avez des communes qui mettent en tête Jean Lassalle. Qu'est-ce que ça veut dire? Au scrutin majoritaire, plus ma circo est petite, plus les circonscriptions produisent des résultats différents. Plus mes circos sont grandes, plus elles finissent par se ressembler, parce que vous allez avoir des banlieues, du périurbain, du rural, du centre-ville, et donc plus tendanciellement elles produisent les mêmes résultats. Si je fais une dose de proportionnelle, je fais quoi? Bah, je suis obligé de l'autre côté de fusionner des circos. Et donc, ce que je gagne en représentativité avec mon scrutin proportionnel, je le perds avec mon scrutin majoritaire.
et je ne règle pas mon problème d'accords préélectoraux qui s'imposent dans le post-électoraux. Et donc, je ne gagne rien, ni représentativité, ni fluidité, et au fond, bah, c'est un truc assez inutile, hein. On avait fait des études sur ce que proposait Macron en 2018. Il y avait un tout petit peu moins de LR, un tout petit peu plus de RN, mais ça se comptait sur le doigt d'une main. Ça ne changeait strictement rien. Donc, c'est pas une bonne idée. Les deux bons modèles qui peuvent fonctionner, c'est la proportionnelle compensatoire. Et là, c'est en effet le modèle allemand ou le modèle français de 1946, mais là avec un échelon départemental. C'est pas celui que je vais détailler, mais c'est également une option. Dans le cas du mode de scrutin allemand, admettons que les Grünen obtiennent 15% des voix et que ça leur donne, eh bien, je ne vais pas faire le produit en croix en tête parce que je suis nul en maths, mais en tout cas en calcul mental, mais admettons que ça leur donne 100 députés au Bundestag. On regarde sur l'ensemble des circonscriptions où les députés sont élus en Allemagne au scrutin majoritaire à un tour. Si jamais ils ont 50 députés élus au scrutin majoritaire à un tour, eh bien, comme ils ont le droit à 100 députés, on va aller chercher 50 députés sur des listes, sur une liste, pour permettre ensuite, eh bien, d'avoir un groupe politique qui soit représentatif de ce qu'ont fait les Grünen en termes de score. On n'est pas dans un scrutin, on n'est pas dans une dose de proportionnel, vous voyez, comme tout à l'heure. On est dans une proportionnelle compensatoire. Si j'ai le droit à 100 députés, j'aurai 100 députés. J'irai chercher prioritairement ceux-ci parmi ceux qui ont été élus sur une configuration majoritaire et secondairement sur des listes. Alors s'il y en a plus, ensuite on peut augmenter le nombre de députés. Ensuite, je ne vais pas complexifier à outrance. Si ça vous intéresse, on ira plus loin. L'autre modalité qu'on peut avoir, qu'on a pour les élections régionales, c'est les modèles de fléchage, hein. Vous connaissez les élections régionales. Vous avez un fléchage par département, ensuite pour la région. Donc ça permet de maintenir un ancrage territorial tout en ayant une représentation au niveau régional. On peut imaginer la même chose au niveau national, hein, garder la circo-régionale, parce que les circo-régionales sont problématiques parce qu'elles sont diverses. Enfin, la circo-Bretagne, elle est plus petite que la circo Grand Est ou que la circo Aura, donc la loi NOTE nous a un peu mis dedans en la matière, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Néanmoins, si vous avez un fléchage par département, vous maintenez une magnitude suffisamment élevée pour que ça reste proportionnel et en même temps un fléchage qui peut être relativement intéressant. Donc voilà un peu pour les deux modalités que moi je trouve intéressantes et envisageables. Pardon, j'étais tellement concentré que j'ai oublié que c'était à moi de poser la question suivante. C'était tellement intéressant. Pardon, Mélanie, du coup, c'est à toi de reprendre la suite. On parlait de, justement d'échelle régionale, de circuit régional, et toi, tu as déposé justement au Sénat une proposition de loi qui instaurerait des listes régionales. Et du coup, bah, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et est-ce que c'est le seul modèle pardon, qui pourrait être accepté par tout le monde, enfin pour nous, pardon. Enfin voilà, ce genre de choses. Nous en parler plus précisément. Ouais, avec plaisir. Alors, je pense qu'on va dire à peu près la même chose avec Benjamin Morel parce que globalement, je pense qu'on vient enfin, on vient du même endroit pour arriver à peu près à la même conclusion. Je peux d'abord expliquer. Donc, nous, on est parti pour faire une proposition et c'est d'ailleurs la résolution qu'on a fait adopter au Sénat dans notre niche écolo. On est parti du principe que avant de proposer un modèle, il fallait qu'on se mette d'accord sur ce qu'on attendait du mode de scrutin, les grands principes qu'on voulait que le mode de scrutin respecte. Et on a dit, il y en a quatre pour nous. Un, il faut que ce soit un mode de scrutin qui représente le plus fidèlement possible les opinions politiques. Donc, il faut que ce soit vraiment proportionnel. C'est-à-dire que globalement, si on pèse 15% des voix dans le pays, il faut globalement qu'on ait à peu près 15% des sièges. Certes, on peut accepter qu'il y ait des imperfections, mais à peu près, quoi. Donc voilà, un, être une représentation fidèle. Deux, qu'on ait un équilibre géographique et un ancrage territorial. Il y a différentes manières de le faire, on l'a dit, mais il faut qu'il y ait cette condition. Trois, que le mode de scrutin soit lisible
et compréhensible par les citoyens, parce qu'on considère que ça fait partie de la légitimité démocratique que d'avoir la garantie que les gens comprennent quand ils vont voter comment ça va se passer et pourquoi telle personne va être élue et telle autre non. Et enfin, 4, qui est un critère circonstanciel, mais qui est important, qu'on puisse le mettre en œuvre sans changement constitutionnel, parce que je considère qu'aujourd'hui, il est hors de portée pour cette question-là. Pour l'IVG dans la Constitution, ça n'a déjà pas été facile, mais pour la proportionnelle, voilà. Et en fait, on a une contrainte aujourd'hui dans notre Constitution par rapport aux législatives, c'est qu'on a le nombre des 577 qui est dans la circonscription, donc qui est dans la Constitution. Et donc, il faut voilà, trouver un système qui fonctionne avec ça. Alors, pour respecter ces 4 critères, comme Benjamin Morel, pour moi, j'évacue tout de suite la prime majoritaire. C'est pas une proportionnelle. Et puis, si la prime, généralement, on entend une prime de 25%, etc., bah, en fait, ça crée le même problème que le scrutin majoritaire, c'est-à-dire qu'on a une majorité fictive qui n'existe pas dans la société. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on diversifie un peu l'opposition au Parlement. Mais globalement, dans la culture politique, ça change pas. Donc j'évacue évidemment ça et j'évacue ce qu'on a, parce que voilà, pour les mêmes raisons que Benjamin Morel, la part de proportionnel qui ne résout pas, pour les raisons qu'il a très bien expliquées, le problème. Donc il nous reste quoi? Il nous reste effectivement le système dit à l'allemande, bon, qui n'est pas que mis en place en Allemagne, mais donc un système mixte avec des circos d'un côté et de l'autre côté une liste compensatoire. Donc, ce n'est pas une part de proportionnel, c'est une masse de députés qui servent à venir compenser les sièges pour être sûr qu'à la fin, vous arrivez à la proportionnelle. Il faut bien avoir en tête qu'en Allemagne, à la fin, c'est parfaitement proportionnel. Il y a un sujet avec ça, c'est que ils ont changé récemment leur mode de scrutin parce qu'en fait, ce que ça crée, c'est un nombre, donc c'est basé sur le fait qu'il n'y a pas un nombre fixe de députés. Et pendant un moment, on a eu, avant, globalement, quand il y avait la CDU ou le SPD qui dominaient le paysage politique, c'était assez facile. Quand on a commencé à voir, notamment les Grünen, les écologistes allemands, qui ont commencé à faire des bons scores, ça c'est venu poser un problème entre guillemets, c'est-à-dire que on faisait pas élire de gens dans les circos parce qu'il faut savoir qu'ils n'ont qu'un seul tour dans leur circonscription. Donc, on n'arrivait pas à faire élire des députés écologistes dans les circonscriptions. Par contre, on faisait 10-15% au niveau national. Donc, il fallait aller, on n'avait pas de siège en circo, il fallait aller nous donner presque tous nos sièges sur les listes. Et comme les autres faisaient élire beaucoup de députés sur les circos, et que nous, on devait en avoir beaucoup sur la liste, ça a fait grossir le Bundestag, arrivant à un moment où, bon, c'était un peu n'importe quoi, ils avaient plus de 900 députés, les mecs s'asseyaient par terre parce qu'il n'y avait pas assez de sièges, ça crée un problème. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, comme ils voulaient résoudre ce problème, c'est qu'ils ont limité à 630, mais il reste toujours parfaitement proportionnel, ce qui fait que si jamais le nombre qui reste n'est pas suffisant pour arriver à quelque chose de parfaitement proportionnel, ils font sauter des gens qui ont été élus en circo. Compliqué à vendre en France. Donc, si on mettait un système dit à l'allemande en France, il faut bien avoir en tête qu'avec la limite que nous impose la Constitution, il ne serait pas parfaitement aussi beau mathématiquement qu'est le système allemand, même s'il a un intérêt, c'est qu'il y a un ancrage très clair, et puis avec la compensation, on arrive à quelque chose d'acceptable. Ça, c'est une option. L'autre option, c'est d'avoir des circonscriptions. Alors, pourquoi on a proposé les régions? Pour 2 raisons. La première, déjà, c'est qu'on a essayé de proposer des trucs qui existaient. Moi, je ne tiens pas particulièrement aux régions actuelles, mais en fait, pour la simplicité du débat, on a pris des circonscriptions qui existaient déjà. On aurait pu dessiner une carte avec des circonscriptions qui auraient été plus égales, etc. Mais on s'est dit, pour rentrer dans le débat public, si on commence à découper la carte électorale, on va perdre tout le monde. Donc, on a pris quelque chose qui existait, que les gens connaissaient. Voilà. Et pourquoi les régions et pas le département? En gros, ce qu'on s'est dit, c'est
il y a des élections à la proportionnelle intégrale en France, qui sont les élections européennes. Pour les élections européennes, on a fixé un seuil de 5%. Bon, admettons que ce soit un bon seuil, qu'on puisse accepter ça, on l'accepte pour les élections européennes. Ça veut dire, pour le Parlement européen, que globalement, si vous représentez plus de 5% de l'électorat, vous avez le droit à être représenté au Parlement européen. OK? On ne pourrait pas justifier qu'en France, vous deviez faire beaucoup plus que 5% pour pouvoir être représenté au Parlement français. Il n'y a pas de raison que la représentativité soit meilleure au Parlement européen qu'au Parlement français. Donc il faut trouver des tailles de circonscription qui garantissent que plus ou moins, à 5%, vous puissiez avoir des sièges et que ce soit égalitaire dans tout le pays. Que vous n'ayez pas, si vous habitez dans le Puy-de-Dôme, pour être représenté, vous devez voter pour une liste qui a fait au moins 18%. Et puis si vous habitez à Paris, si vous faites 5%, vous êtes représenté. Il faut que ce soit juste et que à peu près partout dans le territoire, eh ben, on ait à peu près les mêmes chances d'être représenté et d'être élu avec à peu près les mêmes scores. Bien sûr, ce ne sera pas parfait, il y aura des distorsions ici et là, mais dans les grands ordres, c'est ça la logique. Et donc, pour avoir un seuil environ de 5%, il faut avoir, pour faire grosso modo, des listes d'environ 20. OK, à 18, on peut vivre, mais environ. Et ben, en fait, la plus petite région, elle ferait 21. Donc, on s'est dit, bah, c'est l'échelon qui permet de garantir qu'il y a un équilibre géographique parce que bah, il y a des gens qui viendront de toutes les régions. On peut effectivement faire des sections départementales si on veut pour garantir qu'il y ait des gens de tous les départements, mais on calcule la proportionnelle au niveau des régions, ce qui fait que globalement, à peu près partout dans le pays, vous avez des chances équitables d'être élu et d'être représenté dans les mêmes conditions. Donc, et ça, on peut le faire sans changer la Constitution, et c'est assez simple, c'est des listes régionales, donc ça respecte nos 4 critères. Je voudrais juste vous montrer, est-ce que Théo, tu pourrais... mais ici, ce que je veux dire, montrer le... Ah non, pardon, c'est moi qui dois le faire. Désolé, je vais le faire. Je voulais vous montrer un truc qu'on a fait parce que, que Théo a fait. Ça me paraît important. Et donc, je vous l'explique rapidement et je pense que c'est important à avoir en tête. Je pourrais vous le distribuer. En gros, ça permet de... Théo, si tu m'écris là, tout le monde voit. Donc, ça permet de voir sur un certain nombre de critères qui me paraissent très importants la comparaison entre le scrutin majoritaire, la départementale et la régionale. Le premier truc, c'est le seuil de majorité absolue, c'est-à-dire avec combien de voix dans le pays vous pouvez parvenir à avoir 50% des sièges. Vous voyez qu'au scrutin majoritaire, c'est une catastrophe parce que vous pouvez avoir 32% des voix et 60% des sièges. On a calculé sur la départementale et en fait, c'est à peu près pareil. Parce que on a, ça a été expliqué, des départements qui sont très petits. On a la moitié des départements avec 4 ou moins de 4 députés. Donc, c'est un seuil très élevé pour être élu, un seuil théorique de 25%. Ce qui fait qu'en fait, ça distord aussi beaucoup et presque autant potentiellement que le scrutin majoritaire. Avec la régionale, vous pouvez, au plus bas, avoir la majorité si vous avez 45-47% des voix, ce qui est à peu près acceptable, vous n'êtes pas très loin de 50. La deuxième limite, c'est donc la disproportion, la distorsion qu'il y a entre le nombre de voix et le nombre de sièges. Donc, scrutin majoritaire, c'est une catastrophe, comme vous l'avez expliqué. Elle est très forte aussi avec la départementale. Ça peut être plus 17 quand on a fait les simulations. Et elle est, pardon, je crois que j'ai enlevé le truc, elle est très faible, elle est faible sur la régionale qu'on propose. Après, il y a un autre élément qui me paraît très important, c'est la proportion de voix perdues, c'est-à-dire les voix, comme je vous le disais au tout début, qui ne seront jamais représentées. Scrutin majoritaire, ben, en fait, ça peut être la moitié, donc c'est inacceptable. La proportionnelle départementale, ça nous donne autour de 30, ce qui est quand même très élevé. Et la proportionnelle régionale, ça nous donne autour de 15. Et en fait, c'est globalement les listes qui sont sous le seuil des 5%. Voilà. Et donc, ce qui changerait si on décidait de ne pas mettre de seuil, par exemple.
Et enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le seuil d'éligibilité réel dans la circonscription, c'est-à-dire il vous faut faire combien pour avoir des élus. Bon, au scrutin majoritaire, c'est par définition pas calculable. Dans la départementale, eh ben, partout où vous avez 4 députés, vous devez faire quand même 20%, ce qui est énorme. Vous imaginez s'il y avait une démocratie qui mettait un seuil à 20% pour être représenté au Parlement, ce serait monstrueux. Et puis, dans les régions, c'est environ un seuil à 5%, qui correspond au seuil et qui est donc acceptable. Voilà. C'est un résumé, désolé du truc un peu technique, mais je pense que c'est des éléments importants à avoir en tête dans le débat quand on essaie de s'orienter entre les différents modèles. Après, pour vous dire quelque chose qui vous intéressera de notre rendez-vous avec Bayrou hier, lui, il nous a parlé du modèle à l'allemande, entre guillemets, c'est-à-dire un modèle où il y aurait la moitié des sièges par circo et l'autre moitié sur une liste compensatoire, avec la limite des 577 députés. C'est pas parfait, mais c'est pas nul. Voilà, et donc, en tout cas, ça mérite d'être étudié. Et par rapport à la question du début, est-ce qu'on peut accepter que la proportionnelle régionale? Non. Nous, on a mis cette proposition sur la table parce que il fallait, de notre point de vue, écrire quelque chose qui permettait de respecter ces 4 critères. Il y a d'autres modèles qui peuvent me permettre de respecter ces 4 critères. Et pour ce qui est des écologistes, on est ouvert à d'autres propositions tant qu'elles permettent représentativité, équilibre géographique, lisibilité, et qu'on peut les mettre en œuvre sans changer la Constitution. Voilà, désolée d'avoir été un peu longue, mais au moins j'espère que c'était un peu pédago. Excellent, merci. Merci à Théo pour le tableau. Du coup, on arrive sur la troisième partie et dernière partie du webinaire sur les perspectives et l'état des lieux des discussions, avec une première question pour Benjamin, qui je vois s'est fait virer de sa salle. Est-ce que vous pensez Laissez-moi 30 que secondes, parce le que débat... je suis en train de Ouais, changer de lieu, mais j'arrive. ok, bah alors Mélanie peut-être, si on peut faire un point sur les discussions en cours avec les différents groupes politiques et sur la manière dont les écologistes envisagent la suite du débat. Ouais, alors je vous cache pas que ça va pas être facile. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a réussi à faire passer une résolution au Sénat qui acte, on veut la proportionnelle pour les prochaines élections, et on est d'accord avec ces 4 critères, hein, ce qui est quand même pas mal, hein. Je veux dire, c'est la première fois qu'on a un signal positif du Parlement en France depuis qu'on est revenu au scrutin majoritaire en faveur de la proportionnelle, et puis en plus sur une position écolo, donc c'est quand même pas rien. Mais évidemment, une fois qu'on rentre dans le cœur du débat, des modalités, etc., ça devient plus compliqué. Et puis, comme on vous l'a dit tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, bon, pour les personnes qui sont directement concernées, puisque c'est leur siège qui est en jeu. Bon, je vous cache pas qu'on a parfois des calculs qui sont même pas des calculs partisans, mais qui sont des calculs personnels. En gros, est-ce que le truc va me permettre d'être élu ou pas, qui peuvent biaiser un petit peu les prises de position. Donc, c'est pas gagné. Ce que je peux vous dire, c'est que, bon, on a vu François Bayrou hier, qui, bon, lui semblait, et ce qui est logique, déterminé à aller au bout de cette affaire, y compris potentiellement, et parce que c'était aussi quelque chose qu'on a porté, s'il y avait un blocage rédhibitoire à l'Assemblée nationale, y compris d'envisager de consulter directement les Français. Vous avez dû voir les études qui montrent qu'il y a 75% des Français aujourd'hui qui sont favorables à la proportionnelle. C'est pas le cas à l'Assemblée nationale, pour des raisons qui sont pas forcément les raisons les plus nobles. Donc, ça se justifie de considérer que ça pourrait faire partie des sujets sur lesquels, s'il y avait une incapacité parlementaire à réformer le mode de scrutin, alors que c'est un impératif démocratique et que les Français et les Françaises le demandent, ça
c'est pas complètement délirant de considérer que ça peut faire partie des sujets sur lesquels on consulte les Français. Bon. Lui nous a expliqué que il considérait avoir une majorité possible sur le modèle départemental. Ça reste à voir. Je vous expliquais, et comme dans sa tête, nous, on est dans cette majorité, bon, nous, on lui a expliqué que pour nous, la proportionnelle départementale, c'était vraiment pas vraiment une proportionnelle et que on ne pouvait pas accepter ça. Mais disons que ça bouge un peu à l'Assemblée. Heu, voilà, c'est pas encore très clair. Il y a une volonté, d'avancer. Il y a une ouverture, en tout cas, du Premier ministre sur un modèle, dit à l'allemande, ce qui est beaucoup mieux que la départementale, incomparable, voilà. Donc, je ne sais pas, c'est pas fermé, les voilà, les choses sont encore possibles. Ça va décanter, pendant l'été, il nous a annoncé un une possible, comment dire? Proposition parce que là, en gros, il a consulté un peu tout le monde. Heu, bon, avec, vous l'avez remarqué, des oppositions très fortes à l'intérieur de son gouvernement, plus que très fortes, notamment de la part des Républicains. Voilà, il nous a annoncé qu'il souhaitait, proposer quelque chose. On ne sait pas trop, est-ce que ce sera un projet de loi du gouvernement? Est-ce qu'il fera porter ça par ses députés à l'Assemblée, par une proposition de loi? Mais globalement, à la rentrée, après l'été. Voilà, en tout cas, ça bouge, ça continue, enfin la les réflexions continuent, d'avoir lieu. Je pense que c'est une très bonne chose dans le débat public qu'on en soit enfin venu au stade 2 de la discussion, c'est-à-dire qu'on n'est plus seulement sur le stade 1, la proportionnelle, est-ce que c'est bien ou pas? Mais maintenant on est sur: «Oui, la proportionnelle, c'est bien, mais du coup, comment on fait?» Ce qui est une étape beaucoup plus intéressante et ce qui est une progression dans le débat. Donc moi, je reste très positive sur le fait qu'on est rentré dans ce débat sérieusement et donc ça, c'est positif. Je ne sais pas si ça va marcher, comme tous les combats qu'on mène, on ne sait jamais si ça va marcher. Mais je pense qu'en tout cas, ces 3 dernières décennies, on n'a jamais été aussi proche d'une possibilité que ça marche, sans aucune certitude, évidemment. Et en tout cas, vous pouvez compter, sur les écologistes, vous le savez, pour pas lâcher sur ce sujet parce que je pense que c'est vraiment une des conditions, pas la seule, mais une des conditions pour éviter la catastrophe en 2027. OK, merci. Et Benjamin, du coup, pour terminer, la dernière question qui porte sur votre avis. Est-ce que ce débat peut réellement aboutir en France? Et là, on compte sur votre expertise institutionnelle. Sur mon expertise plus que sur mon optimisme. Je dirais que je suis plus pessimiste à court terme, mais très optimiste à moyen terme, je pense. C'est-à-dire qu'à court terme, ça va être très, très compliqué. Alors déjà, je suis très, très heureux d'entendre Mélanie Vogel sur les évolutions de François Bayrou, parce qu'il y a encore quelques semaines, pour ne pas dire quelques jours, c'était la proportionnelle départementale ou la mort. Donc, si jamais on a des évolutions déjà sur un mode de scrutin plus à l'allemande, c'est déjà quelque chose de très, très bien, parce que quoi qu'il arrive, et même si ça ne va pas au bout, en effet, on passe au deuxième étage de la fusée, au deuxième étage du débat, et puis surtout, on fait vivre des possibilités alternatives de proportionnel, parce que quand vous discutez avec des journalistes, avec beaucoup, beaucoup de députés aujourd'hui, la seule proportionnelle qui existe dans l'esprit de beaucoup, c'est la proportionnelle départementale. Donc déjà, si on commence à réfléchir à modalité de proportionnelle, c'est un gain qui, et là je parle en tant que chercheur qui travaille un peu sur ces sujets, c'est un gain déjà gigantesque dans le débat public. Euh, Là où je suis plus pessimiste à court terme, je dirais qu'il y a deux éléments qui me rendent relativement pessimiste. Le premier, bah, ça a été évoqué, mais c'est la position des LR, hein. Les LR ont intérêt à la proportionnelle. Paradoxalement, ils auraient plus de députés aujourd'hui, mais ce ne seraient pas les mêmes. En d'autres termes, ils auraient plus de députés en milieu urbain, ils en auraient beaucoup moins dans les départements ruraux où aujourd'hui ils sont implantés. Et donc pour les députés LR qui siègent là maintenant, c'est une question de survie politique. Et donc dans ce cadre-là, je ne vois pas les LR lâcher. Je les vois même aller très très loin dans l'opposition politique, s'il le faut, parce que pour ces députés en question,
c'est une question de survie. Et pour beaucoup de députés macronistes, c'est pas nécessairement une question de survie, mais ils ont réellement le sentiment d'avoir été élus malgré la dissolution, malgré le président de la République, sur un ancrage essentiellement territorial. Et ça, pour avoir discuté avec quelques-uns d'entre eux, c'est quelque chose de très, très ancré qui les a fait changer sur la proportionnelle. Parce que justement, ils ont l'impression que c'est vraiment leur ancrage dans le terrain qui les a sauvés, ce qui est très discutable, hein. L'ancrage de terrain sur une circo, on arrive à évaluer ça en sciences politiques, c'est environ plus ou moins 3 points au vu de l'ancrage. Ça peut varier plus de manière importante dans des cas très, très particuliers, mais c'est en règle générale pas ça qui sauve des grandes vagues majoritaires. Vous voyez justement 2017. Donc voilà, mais malgré tout, ça reste ancré. L'autre élément qui me rend relativement pessimiste à court terme, c'est la position du RN. On l'a dit, le Rassemblement national est aujourd'hui le seul parti politique qui semble pouvoir espérer avoir une majorité absolue avec le scrutin majoritaire à deux tours. Pourtant, Marine Le Pen a dit que elle était pour la proportionnelle. Mais d'abord, elle a commencé par dire, je suis pour la proportionnelle avec une prime majoritaire. Ce qui en effet lui permettrait, alors, viser une prime majoritaire de 25% à avoir une majorité si elle faisait plus de 25%. Le revers de la médaille avec elle, c'est que, avec ça, c'est que si jamais elle obtenait cette modalité de proportionnelle et que, par exemple, la gauche s'unisse, on l'a vu lors des dernières législatives, et que la gauche unie arrive devant le Rassemblement national, c'est pas forcément elle qui obtiendrait la prime majoritaire. Donc c'est à double tranchant pour le RN. Le RN a trouvé, et le tableau qui a été montré tout à l'heure le montre bien, une autre modalité qui peut être intéressante pour lui et peut-être même sur certains aspects plus intéressants, c'est justement le modèle de 86. Pourquoi? Parce que le RN a une très très bonne implantation pour correspondre au modèle de 86. En d'autres termes, il gagnerait quelques députés en milieu urbain, et comme il y aurait un effet très majoritaire dans les départements ruraux et périurbains, eh ben, il ferait carton plein dans le rural et dans le périurbain. Et donc, ce faisant, c'est sans doute des modalités de proportionnelle, la modalité qui lui permet le plus facilement d'atteindre une majorité absolue, ce qu'un mode de scrutin à l'allemande lui serait probablement plus difficile pour lui en la matière, parce que comme ça a bien été expliqué, il y a une vraie finalité proportionnelle. Or, le RN est très loin, à lui tout seul, et peut-être en comptant les ciotistes également, d'atteindre les 45 à 50% dont il aurait besoin. Et donc, il n'est pas certain que le RN irait jusqu'à voter cette modalité proportionnelle. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mort, hein, mais ça veut simplement dire qu'il y a quand même des grosses difficultés politiques sur une proposition de loi qui serait une proposition de loi ou un projet de loi à l'automne. Euh, En revanche, je suis assez optimiste à moyen terme. Pourquoi? Parce que déjà, en effet, le débat évolue et on voit que quand même aujourd'hui, à la fois chez les Français et dans le personnel politique, il y a une vraie évolution de la réflexion sur ce sujet. Et parce que, je l'évoquais un peu en introduction, et le mode de scrutin majoritaire à deux tours ne donne pas nécessairement de majorité. Et donc là, 2022 et 2024 ont brisé un mythe, et si en 2027, le mythe est complètement enterré, la réalité, c'est que la proportionnelle deviendra, pour beaucoup, non seulement, je dirais, quelque chose qui sera d'absolument plus tabou, mais deviendra même une nécessité en termes de stabilité politique. Et donc, auquel cas, on pourrait avoir une évolution relativement rapide, mais là où, entre guillemets, on aurait pu aller vite et obtenir rapidement obtenir rapidement des acquis, on aura quand même eu beaucoup de temps. Eh bien, merci à tous les deux. Je propose, sauf si Mélanie, tu réagiras à ça, mais sinon, on peut passer aux questions Je qui ont suis été 100% posées. d'accord. Super. Ouais, j'adore les débats où tout le monde est 100% d'accord, c'est incroyable. Vive la démocratie. Alors, j'ai relevé quelques questions. Je vais pas forcément dans l'ordre de ce qui a été relevé. Je vais essayer de réagir aussi par rapport au plus récent. Il y a quelqu'un, il y avait eu beaucoup, il y a eu deux réactions par rapport à la proportionnelle au niveau départemental. Alors, on en a Néerlandais, beaucoup toujours. parlé. Peut-être que vous pourrez compléter, mais sinon, voilà. Mais il y a quelqu'un qui disait la proportionnelle au niveau départemental proposée par Bayrou est en réalité un scrutin majoritaire qui ne dit pas son nom. On en parlait. Il donnerait la majorité absolue RN sur la base des résultats actuels. Et il y a quelqu'un d'autre qui pose la question de pourquoi Bayrou veut-il le niveau départemental compte tenu des résultats prévisibles. Peut-être que ça vaut le coup Ouais. de répondre à ça. Alors, d'abord,
bon, je ne sais pas si on peut dire c'est un système majoritaire qui ne dit pas son nom, mais en effet, ça a quasiment, c'est peut-être un peu exagéré, mais aucun intérêt du point de vue proportionnel, parce qu'il y a des effets de seuil tels. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les départements en France sont très inégaux en termes de population. Donc, on a des départements avec un seul député. Un département, il y en aurait 19. Mais ça fait des distorsions énormes. Donc, quand vous avez un député, la proportionnelle, on n'en parle même pas. Mais même deux, même trois, c'est quasi. Enfin voilà, pour pouvoir être élu, il faut faire un score très important. Et donc, ça crée tous les effets que j'ai pu vous montrer dans le tableau. Et c'est vrai aussi que ça surfavorise le RN du fait de la sociologie électorale du Rassemblement national de l'extrême droite aujourd'hui en France. C'est pas mécanique, mais c'est juste dans la France d'aujourd'hui, il se trouve que l'électorat, la distribution de l'électorat de l'extrême droite fait que, avec un système départemental, ça leur fait gagner. On a fait les calculs, voilà, mais plus 17 points entre ce qui pèse et ce qui aurait comme siège, ce qui est la raison pour laquelle Marine Le Pen, finalement, se dit que la départementale, ça lui va bien, et s'il n'y a pas de prime majoritaire, c'est pas grave, parce qu'elle en surbénéficie de toute manière. Et pour vous dire quelque chose d'assez marquant, on a fait des simulations dans mon équipe pour voir, alors sur des chiffres un peu absurdes, mais pour voir ce que ça donnait, avec la départementale, en disant on met le RN à 30% et on met par exemple le Parti socialiste à 31%. Bon. Eh ben, même avec le Parti socialiste devant le RN a toujours sensiblement plus de députés que les socialistes, même s'ils ont moins de voix, parce que la répartition de leur électorat fait que, voilà, c'est comme ça. Et donc, ça amène à la deuxième question, effectivement, pourquoi insister sur le système qui, bon, déjà, n'a presque aucun des avantages du système proportionnel, en perdant les avantages théoriques du système majoritaire, qui est que bah, y a le Front républicain qui est possible. Bah, avec la départementale, vous surfavorisez le RN et puis vous n'avez pas de Front républicain. Donc en fait, finalement, vous perdez des deux côtés. Et donc, on se dit, mais pourquoi faire ça? Quel est l'intérêt? Alors, j'ai pas toutes les réponses à la question. Je pense effectivement qu'il y a une partie, comme le disait Benjamin Morel, ce n'est pas rationnel d'un point de vue partisan. C'est-à-dire que quand on regarde les projections, euh, le socle commun, le PR, machin, ensemble, tout ça là, euh, ils n'ont pas à gagner à la départementale. Le seul qui a gagné à la départementale, c'est le RN. En revanche, je pense qu'il y a des calculs de la part des députés individuellement qui sont que, pardon, avec un système départemental, eh ben, il y a plus de poids de la circo et donc ils auront plus de chances, eux, individuellement, de pouvoir être réélus. Et c'est là qu'on arrive voilà, dans le paradoxe enfin, de ce débat, c'est que comme celles et ceux qui doivent voter dessus sont ceux qui considèrent, en fait, tout le monde est concerné, hein, les gens qui sont élus aujourd'hui ne sont pas plus concernés, il y aura d'autres gens qui seront candidats demain, ils ne seront pas tous candidats, enfin bref. Mais comme ils votent en se demandant si ça va leur permettre ou pas d'être réélus, bah, ça crée ce genre d'absurdité qui fait qu'il y a des partis qui défendent un scrutin qui en fait les avantages clairement d'un point de vue électoral, mais avantage les individus qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée. Et c'est effectivement très dangereux parce que le scrutin départemental, quand on regarde les projections possibles, ben, il y a une possibilité où ça produit une majorité absolue pour le RN avec, sur un modèle à peu près comme 2017 chez les macronistes, où ils sont un peu au-dessus de 30%, ce qui est tout à fait possible, et ils ont la majorité des sièges. Et donc ça, c'est une dinguerie, il ne faut pas faire ça. Est-ce que Ok. tu veux compléter, Benjamin, ou on passe sur d'autres questions? C'est comme tu veux. Alors non, je suis assez d'accord. J'ai pas entendu la question parce que je sais pas si vous m'avez entendu, mais Mhm. ça a coupé un petit moment. Donc, est-ce que tu peux redonner la question? Puis, On parlait juste en gros que la possibilité que le niveau départemental comme proportionnel permettait
potentiellement donner la majorité absolue au RN et pourquoi en fait Bayrou il défendait ça au niveau départemental compte tenu des résultats prévisibles. Voilà. Mais du coup, Je dirais, il y a deux aspects pour être complémentaires, mais je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Le premier aspect, c'est qu'il y a une forme de ce qu'on appelle une forme de dépendance au sentier. Et pour beaucoup aujourd'hui dans le champ politique, l'idée qu'il y ait une proportionnelle qui soit autre que départementale n'est pas quelque chose qui passe. En tout cas, ça ne pénètre pas, si vous voulez. Et donc, dans ce cadre-là, on peut arriver avec d'autres modalités, mais on apparaît comme étant des universitaires un peu exotiques qui proposent tout un tas de trucs bizarres, mais au fond, il n'y a qu'une proportionnelle qui vaille, c'est celle qu'on connaît. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer en matière de mode de scrutin le poids des lieux communs. Moi, quand je parle de ce sujet, d'ailleurs, j'adore notre réunion de ce soir parce que j'ai pas à le faire, mais je me bats tout le temps avec des lieux communs. Récemment, je discutais avec un député de la majorité qui me disait, mais comment ça, le scrutin majoritaire, ça ne produit pas de majorité? Vous dites n'importe quoi, monsieur Morel. On n'aurait pas appelé ça scrutin majoritaire sinon. Donc, on en est là, hein. Donc, voilà, il ne faut pas avoir peur de reprendre la base. L'autre élément, et ça, je crois que c'est important chez Bayrou, mais c'est important chez beaucoup, c'est la question de l'ancrage. Et donc, quand on arrive avec le mode de scrutin allemand, ça leur apparaît complexe. Donc, déjà, il faut l'expliquer deux fois pour qu'ils comprennent, alors que le mode de scrutin départemental, l'ancrage, ils le voient à peu près. Et idem pour le régional qui leur apparaît trop lointain avec son fléchage. Et donc, cette importance de l'ancrage qui a déjà été abordée, on y a déjà répondu, donc je ne vais pas plus au fond, mais c'est un point qu'il faut absolument sous-estimer et pas sous-estimer. Et c'est le point qui, je dirais, est le point qui aujourd'hui donne l'avantage pour beaucoup au scrutin départemental. Il y a également, on l'a évoqué, le RN pour avoir une majorité absolue avec le scrutin départemental, c'est pas quelque chose qui est nécessairement vu, hein. C'est-à-dire que là, ce qu'on a évoqué, ça m'apparaît fondamentalement important. Marine Le Pen, elle l'a très bien vu, hein, parce que pour le coup, le RN pense la question des modes de scrutin, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément perçu dans l'ensemble du champ politique et pas du tout perçu par les journalistes. Et pourtant, c'est un point qui est un point fondamental. merci. Merci. Ouais, tu veux... Non, c'est bon. Du coup, il reste des questions plutôt techniques, mais des questions aussi plus politiques, notamment sur la position de nos partenaires du NFP. Est-ce qu'il y a un consensus au sein du NFP sur ce sujet ou pas? Alors, aujourd'hui, on a et d'ailleurs, ils sont pas forcément, au Parti socialiste notamment, ils sont pas tous forcément d'accord entre eux. Il y a quelque temps, pour des raisons d'ailleurs qui sont, comme le disait Benjamin Morel, liées à une espèce de conservatisme. On connaît la départementale, c'est le truc qu'on connaît, donc si on refait la proportionnelle, on n'a qu'à refaire celle qu'on avait faite la dernière fois. Il y avait, chez les socialistes et chez les insoumis, plutôt une position sur la départementale. Mais en réalité, quand ils ont commencé un petit peu à travailler dessus, ils ont évolué là-dessus. Ça ne les avantage pas du tout, la départementale. Et en tout cas, les insoumis, quand ils ont été reçus à Matignon, ont plaidé pour la régionale. Donc ça a quand même, faut avoir conscience du fait que ça a aidé, hein, le fait que les écologistes fassent ce travail de fond, de déposer une proposition de loi qui était quand même ficelée, donc qui avait un sens et qui fonctionnait. Et puis l'adoption de la résolution, et puis les différents débats qu'on a entre les deux chambres, etc., ça a été utile. Donc aujourd'hui, les insoumis ont pris position pour la régionale, et les socialistes aussi. Et notamment, enfin, alors après, il y a des socialistes qui restent individuellement opposés à la proportionnelle. Vous savez que notamment Olivier Faure et s'est prononcé contre la proportionnelle, ce qui est évidemment pas très positif dans le débat. Bon, voilà. Donc, il y a quand même, voilà, pas un bloc, notamment chez les socialistes, mais celles et ceux, en tout cas, qui sont favorables à la proportionnelle, nous suivent plutôt sur, en fait, il faut pas faire la départementale, et sont plutôt ouverts, sur la régionale, et je pense pourraient aussi être ouverts sur un système comme on a décrit à l'allemande dans les limites de la constitution, qu'on a aujourd'hui. Parce qu'en étudiant un peu le truc, on arrive à ça. Les communistes, c'est une autre paire de manches. Vous aurez peut-être remarqué qu'au Sénat, ils
ils se sont abstenus sur notre résolution, ce qui était quand même un petit peu embêtant, parce que le passage à proportionnel est écrit noir sur blanc, bon, en partie grâce à nous, hein, mais dans le programme du NFP. Donc voilà, on est plutôt convergent, pas à 100%. Du coup, on s'était dit qu'on finissait à 22h15. Donc, je vais poser un lot de questions. Vous répondez comme vous pouvez dans le temps imparti. En fait, il y a deux types de questions que je trouve intéressantes. Une par rapport donc aux autres, ce qui se passe en Europe, en disant quelles leçons les systèmes proportionnels, enfin en Europe ont pu vous, comment ça a pu vous aider. Une autre qui dit que ça, il y a le scrutin, enfin le modèle danois qui est un niveau départemental avec une répartition des élus calculée au niveau national, ce qui permet aux petites listes, pardon, d'avoir des élus, mais dans les petits départements. Et il y a quelqu'un d'autre qui parle du système suisse, où les voix des listes n'ayant pas atteint le seuil vont vers d'autres listes apparentées. Donc ça, c'est mon premier round de questions sur les autres scrutins. Pardon, je bafouille, je commence à fatiguer. Et juste, il y avait aussi deux questions qui étaient assez intéressantes, qui disaient euh, comment faire, est-ce qu'on peut pas faire des circonscriptions sur d'autres scrutins qu'au géographique, genre la strate de revenus, le genre? Est-ce que c'est trop révolutionnaire ou pour mieux représenter les bas revenus? Et je trouve que c'est intéressant avec une autre personne qui dit qui pose la question suivante, pardon. Le système centraliste à la française n'est-il pas à la source de cette volonté de pouvoir de 30% de la population sur les autres 70%? Donc en gros, en fait, il y aura une forme de domination volontariste, j'ai envie de dire, dans le système actuel. Voilà, bon courage, je pourrais répondre en 5 minutes, mais on peut déborder de quelques minutes, mais pas trop, quoi. Je sais pas qui veut répondre en premier, c'est vous qui voyez. Désolé, j'ai encore pas entendu la question, mais à culpa. Mais il y en avait 12. À peu près. Ah Une bon. sur en gros les autres modèles européens, danois, suisses, qui avaient leurs particularités, et une autre sur le fait de réfléchir à des circonscriptions qui ne soient pas géographiques, et une personne qui parle du fait que le système français centralise finalement enfin, 30% de la population Mm. domine les 70% d'autres, en gros. Je fais une version très résumée. Ah, Euh, allez. on peut avoir d'autres modalités, hein. Alors, le modèle danois, en effet, on a des liens avec le modèle allemand. On pourrait imaginer un modèle qui est un modèle à la Suisse. J'évoquais notamment les questions de fléchage. Voilà. Commentaire de perdre Benjamin. Aïe, aïe, aïe. Mais il s'est beaucoup déplacé. On l'aura vu dans différents Ouais, décors. j'ai tenté d'arrêter sa vidéo manuellement pour voir si ça marche. Sinon, Mélanie, Ouais, sinon je peux. Alors sur le non, donc le modèle danois est en effet un bon modèle. Il ressemble un peu au système allemand, c'est-à-dire que c'est un système où il y a des circonscriptions. C'est-à-dire qu'en Allemagne, c'est des circonscriptions avec uninominal, avec un siège à un tour, et ensuite une compensation. Au Danemark, c'est un modèle avec des circonscriptions et puis une compensation. C'est un bon modèle aussi, ça retrouve un peu des éléments du système. Je connais pas le système suisse. En revanche, ça me fait penser à un point qui est important, c'est qu'il y a plein de questions en fait à se poser quand on redessine un mode de scrutin, et notamment une question à laquelle on n'est pas encore arrivé dans le débat public, mais la question de est-ce qu'on a des listes bloquées, des votes préférentiels, etc. Vous savez peut-être que par exemple en Irlande, où ils sont allés très loin dans le système du vote préférentiel, il y a ce qu'on appelle le vote unique transférable. Donc en fait, vous pouvez pas donc vous dites, bon moi, mon préf, c'est numéro 1 de la liste écolo. S'il n'est pas élu, j'aime bien je préfère la numéro 3 de la liste insoumise, qui, si elle n'est pas élue, bah, c'est plutôt le numéro 2 de je sais pas. Donc, alors ça prend une semaine pour dépouiller, mais ça, voilà, c'est intéressant. Ça donne vraiment une liberté totale à l'électeur, et ça fait que si votre candidat n'est pas élu, eh ben, vos voix sont pas perdues, vous avez une deuxième préférence, etc. Il y a aussi des modèles plus simples, comme en Belgique, au Danemark aussi, en Finlande, où on a un système préférentiel. Donc, en fait, le parti vous propose une liste, mais vous pouvez dire, ah ben non, mais moi, je donne ma préférence à telle personne.
Voilà, c'est des questions qui sont intéressantes, qui sont complémentaires de la question proportionnelle, mais qui font partie du débat sur comment on revitalise un mode de scrutin et puis comment voilà, on envisage les différentes options. Il n'y a pas que les histoires de circo et de seuil. Il y a plein de questions qui sont posées par un mode de scrutin. Et voilà, c'est des questions intéressantes. Et je trouve que le scrutin, enfin, le vote préférentiel, c'est intéressant. Il peut y avoir après, dans certains cas, des effets qui sont un peu pervers, notamment je pense au Danemark et à la Finlande, où on peut se retrouver avec, selon comment c'est fait, et c'est pas le cas en Belgique, je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, mais selon comment c'est fait, ça fait que vous pouvez avoir en fait, de la concurrence entre les gens d'une même liste, parce qu'en fait, vous n'êtes pas seulement en concurrence avec la liste adverse, vous êtes en concurrence avec votre pote pour avoir plus de votes préférentiels vous et être élu vous. Bon. Et donc, ça peut créer des dynamiques qui sont pas toujours voilà, optimales, mais il y a des manières de bien le faire. Donc, voilà, en tout cas, c'est des questions intéressantes et qu'on n'a pas encore vraiment abordées dans le débat public. Benjamin, je ne sais pas si tu as pu suivre un peu dans tes Je sais pas alternances. si vous m'entendez. Si, on t'entend et on te voit. On vous a vu dans beaucoup d'endroits différents ce soir. Ah ben, Ah, bah voilà. c'est notre Casper le fantôme ce soir. Voilà. C'est les aléas du. Bon, ben merci pour le petit tour d'horizon, en tout cas européen, hein. J'essaye de, de meubler. C'est chouette, mais c'est vrai que c'est complexe. Et après, je trouve que c'est pour le coup très intéressant de voir que finalement, on a un système électoral qui est un peu qui est très écrasant, finalement, quand on voit toutes les possibilités qu'on peut avoir ailleurs. Et c'est, en termes de démocratie, c'est pas forcément Ouais. Non, peut-être je voudrais peut-être répondre à une question que personne n'a posée, mais les parce que meilleurs. dans l'argumentaire, je trouve que c'est important. On entend parfois que le problème avec la proportionnelle, c'est que bah, après, il faut faire des compromis, du coup, ça fait que des trucs mous. Et en fait, je pense que c'est important d'avoir en tête que c'est vraiment pas vrai. Quand on regarde les autres pays, en fait, on peut pas considérer qu'en France, on ait eu tendanciellement, depuis 1988, des gouvernements qui faisaient des changements plus radicaux et des politiques plus claires que nos voisins divers et variés. On a par exemple en Espagne un gouvernement qui a vraiment fait un virage avec des politiques très sociales, écolo, etc., comme il n'y avait jamais eu, avec un scrutin proportionnel. Et donc, en fait, on ne retrouve pas dans la réalité le fait que quand on a des majorités consolidées au niveau parlementaire, forcément, on fait des trucs plus mous. C'est pas vrai. C'est juste qu'on négocie de manière plus transparente. Et notamment après les élections et pas avant. Mais en fait, en France aussi, bah, on fait des compromis, etc. Sauf que généralement, on les fait en amont, pas de manière démocratique et transparente dans le jeu citoyen. Et voilà, je dis ça parce que personne l'a mentionné, mais c'est souvent quelque chose qui revient et qui est très français de considérer que la construction de majorité qui passe par les compromis serait forcément un synonyme d'affaiblissement, de trahison et de compromission. Et voilà, pour moi qui ai passé 10 ans au Parlement européen et qui me définit comme une écologiste radicale, une féministe radicale, c'est-à-dire dans le sens où je veux un changement radical de la société, euh, eh ben, j'ai jamais opposé le fait de construire des majorités et de faire des compromis avec la radicalité. L'IVG dans la Constitution, je pense que c'est un truc un peu radical. Et ben, ça a quand même été des négociations, des compromis pour aller trouver une majorité qui n'existait pas. Et pourtant, à la fin, on y est arrivé. Et en fait, voilà, faut pas oublier que quand on fait des compromis, certes, on fait un pas vers l'autre, mais l'autre aussi fait un pas vers nous. Et donc, ça, on a tendance à, voilà, à l'occulter, y compris chez les macronistes aujourd'hui, qui disent oui, gna gna gna, vous voulez pas faire de compromis. Aujourd'hui, eux non plus ne font pas vraiment de compromis. Et donc, tout le monde va devoir un petit peu changer
de culture politique si on passe à la proportionnelle. Mais en réalité, je pense que personne s'affaiblit et pas les projets. Globalement, ça a plutôt tendance à rehausser tout le monde. Et Benjamin, peut-être si on veut finir cette question de la culture politique ou de la formation de majorité, enfin je sais pas, par rapport à ces sujets-là, ça peut être intéressant de conclure Oui, tout sur à fait. ça. Alors, désolé pour la petite instabilité de connexion de tout à l'heure. Alors, peut-être j'avais commencé à répondre à une question. Je termine rapidement, mais je crois que sur le Danemark, Ah oui, Hélène d'accord. Vogel en a parlé. Sur la Suisse, en fait, il y a un modèle assez intéressant de fléchage comme on peut le connaître d'une certaine façon dans le cadre des départements vis-à-vis des régions. Donc, on retrouve un petit peu l'un des modèles qu'on évoquait tout à l'heure. C'est un modèle qui est loin, loin d'être inintéressant si on veut maintenir une forme d'ancrage local. Euh, Par rapport à ce qui a été évoqué, désolé, hein, je reviens un petit peu dans le désordre dès lors, eu égard au fait que je rattrape un peu le débat. Euh, le panachage m'apparaît fondamentalement très intéressant euh, et de manière très actuelle. Le gros problème qu'on peut avoir, c'est le concilier avec la parité. Les modèles qui peuvent exister de conciliation entre panachage et parité m'apparaissent encore assez problématiques et discutables parce que ça implique de considérer que des gens qui auraient été élus ne l'auraient pas été, donc ça risque de poser moult problèmes. Et donc là-dessus, il y a, si c'était un arbitrage, en tout cas un conflit potentiel à envisager. De manière générale, même si c'est des modalités que moi je trouve fondamentalement très intéressantes pour ferrailler sur ce sujet, comme Madame la sénatrice depuis assez longtemps, le premier contre-argument qu'on nous oppose souvent quand on parle de modalités un peu différentes de ce que l'on connaît en termes de proportionnel, par exemple la proportionnelle à l'allemande, etc., c'est que c'est trop complexe, les Français vont rien y comprendre. Pour être tout à fait franc, je suis pas convaincu par cet argument, hein. Déjà, quand vous regardez le scrutin majoritaire à deux tours avec un seuil de maintien au second tour de 12,5%, quand on essaie d'expliquer ça à nos collègues étrangers, il y a 10 minutes de flottement pour comprendre la notion de seuil de maintien et de potentiel triangulaire, quadrangulaire ou quinquagulaire. Donc voilà, notre mode de scrutin, par opposition à ce que l'on veut bien penser, il n'est pas nécessairement simple, il n'est pas nécessairement plus simple que d'autres modes de scrutin. Mais si on rajoute tout un tas de paramètres, c'était évoqué sur le fait d'avoir des circonscriptions ad hoc, le fait d'avoir du panachage, le fait éventuellement d'avoir même, je crois que c'était évoqué dans une question, une forme de déterritorialisation du scrutin, euh, je pense qu'on se rajoute des boulets, hein. Euh, donc, disons, une fois que la proportionnelle aura pris dans ce pays, je suis persuadé qu'on pourra avoir des avancées, mais pour l'instant, je crois que il faut un petit peu prioriser les luttes en matière de mode de scrutin. Sur la dernière question qui était posée, euh, la proportionnelle, en effet, n'empêche absolument pas de former des majorités. Je rejoins ce qui vient d'être dit et ce qui a été dit un peu plus tôt, c'est-à-dire que euh, ça permet non seulement de former des majorités qui vont être cohérentes sur des projets, et ça permet de former des majorités qui vont être cohérentes sur des projets, avec ensuite un suivi des politiques publiques dans le temps. Et ça, j'y insiste, hein, ça a été évoqué par Madame la sénatrice tout à l'heure, mais on a des études en sciences politiques qui montrent qu'il y a en effet beaucoup plus de continuité dans les politiques publiques, parce qu'on n'a pas des changements de braquet qui vont être radicaux et qu'on n'a pas forcément intérêt à construire des changements de braquet qui vont être radicaux. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué, mais qui, je crois, est quand même très structurant du débat qu'on vit, euh, c'est l'élection présidentielle. L'élection présidentielle n'est pas une fatalité dans ce qu'elle s'oppose à la proportionnelle. Vous avez des élections au scrutin majoritaire, au suffrage universel direct du président de la République au Portugal, en Finlande, en Autriche. Il y a des modèles proportionnels. Donc l'un n'exclut pas l'autre. On pourrait rêver de supprimer l'élection au suffrage universel du président de la République, mais c'est pas tout à fait dans les tuyaux. Mais quoi qu'il en soit, ça change le rôle du président. C'est-à-dire que je ne peux plus dire, moi, président de la République, je ferai une loi sur l'immigration, les retraites et la cueillette des fraises le dimanche. Si je dis ça, bah, je présuppose le fait que j'aurai une coalition qui appliquera mon programme présidentiel. Et ça,
c'est pas vraiment prévisible et pas de manière évidente possible. Donc, on change pas de culture politique au sens où on aurait quelque chose dans nos veines, dans nos gènes qui nous destinerait au présidentialisme, au conflit et au modèle majoritaire. Non, ça n'existe pas. Lisez des auteurs de la Quatrième République, ils disaient aux gaullistes, vraiment, un président fort, mais vous plaisantez. On a essayé sous la Deuxième République, ça finit en empire. C'est Dixit, pas dans notre culture politique. Je ne crois pas aux cultures politiques comme fondement essentialisé de l'organisation politique d'un pays. En revanche, il y a des carrières politiques, il y a des constructions politiques, il y a des configurations partisanes qui font que si depuis que je suis tout petit, j'ai envie d'être président de la République et d'être un président tout puissant et d'avoir une majorité absolue qui soit à ma botte, que le parti s'est organisé et s'est structuré comme écurie présidentielle, il est compliqué pour le parti politique et pour les personnalités politiques en question de changer de modèle. Et ce changement de modèle, ce changement structurel, eh ben, il peut en effet prendre un peu de temps. Et c'est pas quelque chose qui est tout à fait exceptionnel, hein. Si vous regardez 1958, la plupart des partis politiques à l'époque ne pensent absolument pas qu'il y aurait une domination présidentielle, pensent qu'il y a un moment gaulien, et qu'ensuite on élira un René Coty et qu'on reviendra aux pratiques de la Quatrième République. Donc ça peut mettre très très longtemps, en tout cas très Mm. longtemps. Là, en l'occurrence, ça a mis 10 ans de 58 à la mort de Gaulle, en fait, pour qu'il y ait une reconfiguration des modèles partisans et que les partis s'adaptent à la nouvelle donne, cessent de parier complètement sur la présidentielle et cessent de parier ensuite sur le fait qu'il y aura une majorité absolue, pléthorique et disciplinée. Et en la matière, et je conclurai là-dessus parce que je pense que c'est quand même très important, changer le mode de scrutin, c'est pas seulement changer les rapports à l'Assemblée nationale, c'est pas seulement rendre l'Assemblée nationale plus représentative, c'est quand même modifier fondamentalement l'organisation du système, c'est le déprésidentialiser, c'est le reparlementariser, c'est le rendre plus représentatif et au risque de paniquer beaucoup de gens, c'est finalement le rendre assez classique par rapport à d'autres pays européens dont on ne peut pas dire quand on traverse le Rhin ou les Alpes que tout d'un coup on tombe dans des pays en pleine guerre civile parce qu'ils n'auraient pas un président fort et un parlement soumis. Ah ben, je pense qu'on a la conclusion parfaite. Merci beaucoup. On, Merci. on va terminer là. Je Merci sais à pas vous. si Mélanie, tu voulais dire un petit mot de fin ou c'était bon, t'es OK? Je suis OK. J'aime beaucoup la conclusion qui a été faite. Je n'en ferai pas de meilleure. Super. Eh bien, on se quitte et le webinaire sera disponible en replay. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Anaïs qui m'a beaucoup aidé ce soir. Et bon courage, Mélanie, pour la suite du travail. Merci. Merci Merci tout à le vous. monde.